Bonjour mesdames, bonjour messieurs. À distance depuis effectivement l'intérieur de mon appartement, on s'est habitué, je crois, depuis quelques mois à cette situation inédite de parler à d'autres dans une sorte d'intimité. Donc vous voyez une partie de l'intérieur de mon appartement et c'est depuis cet endroit-là que je vous parle, alors que je préférais bien sûr être parmi vous, parmi quelques amis que j'ai à Marseille et parmi vous, organisateurs et organisatrices, que je remercie vivement de m'avoir confié à donner ce prologue, cette espèce d'introduction qui sera brève et qui est une réflexion d'un historien de la médecine que je suis, à la tête de l'Institut des Humanités en Médecine à Lausanne, qui est un institut qui est au centre de la tourmente, je dirais, puisqu'il est situé physiquement d'une part et programmatiquement aussi au sein d'un centre hospitalier, c'est-à-dire que nous sommes confrontés tous les jours avec ce qui se passe au plus fort de la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Toute cette histoire récente a commencé à fin décembre 2019, le 30 décembre 2019, où on assiste aux premiers signaux de viralité. Alors, presque ironiquement, la viralité, elle est informationnelle, elle est des réseaux sociaux. Et tout commence, on peut faire commencer tout par cette personne qui est la docteure Marjorie Pollock, qui se trouve à Brooklyn, le 30 décembre 2019, et qui fait partie d'un réseau de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de scientifiques, un réseau qui a été mis sur pied il y a 25 ou 30 ans environ, 1994 pour être précis, le réseau ProMed, MED pour Monitoring Emerging Diseases, qui a pour mission, de façon relativement informelle, hors des grandes organisations comme l'OMS ou autres, de pister, monitorer, comme on dit dans un mauvais français, les maladies émergentes, au fond, signaler à la communauté de personnes intéressées, scientifiques, voire même laïques, des unusual disease outbreaks, comme ils disent, donc des émergences, des éruptions de maladies inhabituelles. Et celle-ci, Marjorie Pollock, dans son appartement à Brooklyn, a connaissance via ce réseau de quelques collègues chinois qui lui signalent un cluster de pneumonie particulière qui ont été observés, qui viennent d'être observés à Wuhan. Donc nous sommes le 30 décembre 2019 et ces pneumonies décrit le mail, enfin le post plus exactement qu'elle reçoit sur un réseau de nouvelles. Ces pneumonies sont associées à un seafood market, comme on dit, donc un marché de nourriture marine, de seafood, de produits de la mer et d'animaux sauvages. Et immédiatement, dit-elle, dans le témoignage qui est ici affiché, elle a eu un signal d'un collègue qui regarde un peu ce qui se passe à travers le réseau social, la plateforme média Weibo, et qui dit il y a quelques cas, 27, qui se passent à Wuhan, et on dirait, explique-t-elle plus loin, que ces pneumonies elles sont associées donc à un marché, et donc ça évoque quelque chose qui est le SARS, comme elle le dit dans la dernière partie de cette citation que je vous ai mise sur cette diapositive. Un SARS en anglais ou un SRAS en français, un syndrome respiratoire aigu sévère. Quelque chose qui évoque donc de l'histoire, puisqu'elle l'avait déjà vécu, dit-elle, quelque chose, this was, comme elle dit à la fin, déjà vu. Elle a cette coquetterie de signaler en français un déjà vu, un sentiment de déjà vu, qui s'était passé 17 ans auparavant à l'occasion d'un épisode qu'on a appelé à ce moment-là le SRAS en français ou SARS en anglais. Alors, l'histoire est détaillée, elle commence à se connaître aujourd'hui, presque 10 mois après cela, qu'il y a eu un patient zéro repéré au début décembre à Wuhan, ce qui signifie qu'il aurait été infecté à mi-novembre 2019 déjà. Et quelques autres patients sont alertes peu à peu, un petit groupe de personnes qui ensuite se mettent à se connecter à ce réseau Weibo, qui lui-même sera ensuite relié à ce grand réseau ProMed dont je vous ai parlé. Et donc ce patient zéro et quelques autres patients inquiètent. Pourquoi est-ce qu'ils inquiètent? Parce que d'une part, il y a l'association du marché d'animaux, il y a aussi la mort d'un vendeur de ce marché le 12 décembre et une semaine plus tard de son beau-père qui, lui, n'avait pas visité le marché, ce qui laisse penser qu'il y a une infection interhumaine d'humain à humain et non pas d'un animal à un humain, ce qui n'aurait probablement moins inquiété les gens. Comment dire, un virus
peut-être, c'est l'hypothèse, est en train de gagner les humains et de pouvoir se communiquer d'humain à humain. Voilà donc une des préhistoires possibles de ce que nous vivons aujourd'hui avec Covid-19. Ce nom n'a pas encore été donné, il le sera un mois plus tard, et quelques héros de cette histoire commencent déjà à apparaître. Au début, plus exactement à la fin 2019, c'est ce médecin dont on voit ici une affiche qui a été déchirée, le docteur Li Wenliang, 1986-2020, donc mort le 7 février 2020 à 34 ans, un ophtalmologue dont le diplôme de médecine a été soutenu en 2011 et qui est alerté justement par un de ses collègues de l'hôpital de Wuhan. Comme ophtalmologue, a priori, il n'a pas grand-chose à voir avec les pneumonies, il est spécialisé dans les yeux et pas dans les poumons, mais un de ses collègues de l'hôpital à Wuhan lui signale quelques patients présentant justement cette pneumonie atypique. Et c'est lui qui fait ce post sur Weibo, ce réseau social, qui est ensuite repris par Marjorie Pollack que l'on a vu tout à l'heure. C'est 7 cas. Il prétend, le docteur Li Wenliang, sur son réseau, que ce sont des SARS, des syndromes respiratoires aigus sévères, des pneumonies particulières, et il envoie sur son réseau en même temps le scan, radiographie, une image radiographique d'un CT scan, d'un scanner, d'un de ces cas. Et voilà ce qui permet, au fond, de lancer un peu ce processus viral au sens d'informatique, sans faire de jeu de mots avec évidemment le virus, que lui sera identifié au tout début de janvier 2020. Donc vous voyez que tout cet épisode assez dense, ces communications, ça se passe sur quelques jours ou voire quelques petites semaines. Et ce virus, identifié au début de janvier 2020, c'est aussi le virus biologique, au Wuhan Institute of Technology, est isolé à ce moment-là et on lui donne, dès janvier 2020, le nom de SARS-CoV-2, le CoV pour coronavirus, puisqu'il est identifié comme faisant partie de la famille des coronavirus. À tout ce vocabulaire qui est devenu surexploité aujourd'hui, bien, je vous en donne quelque sorte l'émergence avec ces épisodes historiques, ces micro-épisodes historiques. Et la suite, on la connaît, c'est l'histoire on la connaît ou on l'a vécu, plus exactement, on la connaît pour l'avoir vécu. Est-ce qu'on la connaît vraiment? Est-ce qu'il faudra un travail d'histoire? J'y reviendrai à la fin de mon petit exposé. Toujours est-il que c'est ce que nous vivons depuis 10 mois maintenant et qui s'est passé donc à partir de février et mars 2020. Depuis cette époque-là, depuis mars en tout cas en ce qui me concerne, comme historien de la médecine, j'ai été intensément sollicité, plusieurs dizaines, je ne les compte plus maintenant, mais ça doit bien se monter à au-delà de 50, demandes journalistiques de tous bords, des journaux écrits, de la télévision, de la radio, pour, au fond, faire appel aux connaissances de l'histoire de la médecine pour tenter d'expliquer cette chose absolument inédite que le monde découvre à ce moment-là. Et moi-même, ainsi que mes collègues, avons donc été beaucoup sollicités, et sans doute plusieurs de mes collègues qui participent à ce colloque auront eu la même expérience que moi, à savoir de devoir tout à coup avoir ce plaisir ambigu, ambivalent, de tout à coup de se sentir utile, ou en tout cas de sentir que leur discipline, qui jusque-là se déroulait, en tout cas pour les quelques 20 ou 25 ans que j'enseigne l'histoire de la médecine, se déroulait dans une relative anonymité, sans faire beaucoup de vagues, et tout à coup, voici que le monde entier s'intéresse à nous. Voilà qui nous flatte, mais évidemment, c'est une flatterie tout à fait ambivalente. Quels sont les modèles? J'ai observé donc moi-même, j'ai observé mes collègues, et un certain nombre, qu'est-ce que l'histoire et la réflexion a apporté et porte aujourd'hui, et c'est celle dont je vous fais une sorte de premier bilan maintenant. Que vient faire l'historien de la médecine? À quoi sert-il dans une affaire comme celle-ci, dans cette galère qui a embarqué l'ensemble de la Terre? Alors, deux grands modèles historiques sont régulièrement cités. Outre le SARS déjà précédemment cité, le SIDA, on a surtout fait appel à ce modèle-là, et c'est vraiment cette courbe-là aussi, réservée aux spécialistes jusqu'au début 2020, et aujourd'hui devenue universellement connue, c'est la courbe d'un ou d'une partie de ces fameux pics qui aujourd'hui préoccupent l'ensemble de la planète et qui, en 1918 et 1919, ont été caractérisés ici par un médecin américain qui avait relevé dans différentes capitales
européennes ou des États-Unis, Londres, Paris, Berlin, New York, des pics, c'est-à-dire des pics de mortalité répartis sur des moments très précis. Ici, en octobre et novembre 1918, le deuxième pic de cette fameuse grippe dite espagnole. Je ne veux pas vous faire l'histoire de la grippe espagnole que sans doute vous connaissez ou qui est devenue populaire précisément parce que nous autres historiens de la médecine avons dû la communiquer aux journaux et les journaux en ont abondamment parlé. Ce qui m'intéressait ici, c'est de voir à quel point nous avons concordé comme historiens de la médecine à essayer de répondre à cette demande sociale d'histoire par des exemples historiques et en particulier celui-ci. De même que celui sur le choléra, qui a également été largement utilisé. Le choléra, le premier graphique que je vous ai montré, c'est celui de la grippe espagnole. Il était mobilisé pour montrer que l'histoire des pics et des épidémies, c'est quelque chose qui existe déjà. Celui-ci est mobilisé, a été largement aussi commenté comme schéma, où l'on voit le tracé des routes partant de l'Asie vers l'Europe, puis vers le continent américain, des chemins, au fond, des chemins de la soie et des chemins du commerce qui partent depuis les années 30, 40, 50, 60, régulièrement, par vagues successives, vers l'Europe, suivant les voies de communication et les voies de commerce. Au fond, ces deux schémas, résumant un peu ce que nous faisons comme historiens, à savoir que nous essayons d'insister sur ce qu'il y a de commun dans ces épidémies. Effectivement, une des grandes demandes de la société et des médias pour nous, ça a été de savoir qu'est-ce qu'il y a de commun, qu'est-ce que l'histoire peut nous apprendre, que nous avons déjà vécu. Eh bien, ce que nous avons ressorti, et ce que l'histoire ressort, c'est d'une part qu'il y a un lien formidable entre le politique et le biologique, savoir que ces histoires d'épidémies dans le passé, elles sont autant des histoires qui concernent des animaux et des humains, et un rapport particulier des animaux et des humains, autant dans quelque chose qui est lié à la vie biologique qu'à la vie sociale et politique. Puisque, par exemple, pour expliquer les besoins du commerce dans les années 1830, voilà, une épidémie n'a de sens ou n'existe que si le politique, la situation politique du monde veut que des voies de communication soient empruntées et par là même font débarquer des bacilles ou des bactéries, en l'occurrence le Vibrio choléra depuis l'Inde jusqu'en Europe, comme en ces différentes vagues en 1832, 1848, 1854, 1867, 1873, bref, des vagues régulières de choléra. Voilà ce que nous avons de commun avec le passé. Mais ce que nous avons fait aussi, et ce que j'ai pour ma part aussi beaucoup fait, c'est insister aussi sur ce qu'il y a de neuf. Pourquoi, en quoi cette épidémie, ce Covid-19 a de neuf? Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Qu'est-ce qu'il y a qui n'existait pas auparavant? Eh bien, d'une part, nous avons ici aussi, je pense, bénéficié d'une façon, comme historien, d'un lien tout à fait particulier que nous avons et que nous n'avons pas régulièrement comme historiens avec le monde des scientifiques de la biologie. Et je pense que nous avons intérêt, et là je viens à la question de l'interdisciplinarité, plutôt de la transdisciplinarité, c'est en tout cas une occasion unique que nous sommes en train de saisir, je l'espère que nous continuerons à le saisir avec les spécialistes du monde de la biologie, du monde de l'épidémiologie, du monde des modèles mathématiques, pour essayer de combiner nos savoirs, pour essayer de comprendre ce qu'il y a, par exemple, de neuf et de pas neuf dans l'épidémie contemporaine. Ce qu'il y a de neuf, et ce sur quoi les principaux historiens qui se sont exprimés à ce sujet, que j'ai pu lire, sont les facteurs suivants. J'en ai énuméré quelques-uns. J'en ai repéré quelques-uns. C'est le virus lui-même. C'est un nouveau virus. Donc là, grâce au dialogue possible avec les biologistes, eh bien, nous constatons comme historiens qu'effectivement, une nouveauté biologique peut être aussi une nouveauté historique. Et ce virus, comme entité biologique nouvelle, amène une situation historique entièrement inédite, qui est celle que nous vivons aujourd'hui avec la Covid-19. Nous insistons aussi, les historiens et sociologues et anthropologues, sur la question de la rapidité à la fois de sa propagation, donc à la différence par exemple justement d'une épidémie ou des épidémies du 19e siècle comme celle que nous avons devant les yeux à l'écran, où les voies de communication du virus, en l'occurrence de la bactérie du choléra, mettaient plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'arriver jusqu'en Europe ou aux États-Unis, en prenant la voie des caravanes, la voie des bateaux, la voie de la marche à pied, la voie évidemment pas des avions, éventuellement des chemins de fer vers la fin du 19e siècle. Eh bien, aujourd'hui, cette rapidité-là est incommensurable avec celle qui existait à l'époque du 19e siècle. Donc,
quelque chose d'inédit aujourd'hui, qui non pas explique, mais caractérise la Covid-19, c'est la rapidité à la fois de la transmission du virus comme entité biologique, mais aussi la rapidité sociale des communications, de la communication sur le virus. Exemple, ce que j'ai donné en préambule ce petit exposé, à savoir en quelques jours, de Wuhan jusqu'à la planète tout entière, la nouvelle était connue qu'il existait quelques cas à propos desquels il fallait être très attentif. La question, ce qu'il y a de neuf et ce que nous avons et que nous commençons à constater comme premier bilan historique, une histoire immédiate à propos de ce Covid-19, c'est la prévisibilité. Nous avons les moyens, pour la première fois, nous sommes dotés d'outils qui permettent de prévoir. Effectivement, nous nous apercevons, comme historien, je relève peu à peu, pour ma part, les avertissements, ou plutôt les différentes exposés sur la question du risque majeur sanitaire causé par l'émergence d'un nouveau virus. Et cela nous est familier, en tout cas est familier à un certain nombre de spécialistes, les épidémiologistes, depuis la fin des années 90 au moins. Au point que tant le système sanitaire global est a priori préparé pour cela, des plans d'action existent. Par exemple, au CHUV, qui est l'endroit d'où je vous parle, ce centre hospitalo-universitaire vaudois, depuis 10 ou 15 ans, il existe des plans qui ont été mis en action ces derniers mois pour libérer les étages hospitaliers non essentiels, considérés comme non essentiels, afin, en cas d'émergence d'une épidémie de type viral, précisément comme celle que nous avons vécue, de pouvoir être jugulés. Bref, nous avons les moyens scientifiques, voire même les plans d'action préparés. Les médecins ont été, certains des médecins actuellement en fonction au CHUV, avaient, il y a 10 ou 15 ans, fait déjà des exercices simulés d'arrivée d'une catastrophe de type. Donc, a priori, on ne peut pas dire que nous n'étions pas préparés. Nous avons également réparti sur l'ensemble de la planète des systèmes sentinelles, à savoir des endroits, exactement comme ce qui s'est passé à Wuhan, où quelques médecins ou spécialistes de la santé observaient régulièrement par des indicateurs particuliers les marchés, puisqu'on savait déjà depuis plusieurs dizaines d'années qu'effectivement, il y avait possibilité d'émergence de nouveaux virus dans certaines conditions écologiques particulières, comme celle des marchés d'animaux sauvages en particulier. D'où un certain tropisme, puisque cet usage des marchés et de ce rapport particulier homme-animal est particulièrement répandu dans les régions asiatiques. On connaît depuis pas mal de dizaines d'années les différentes grippes dites asiatiques de Hong Kong, chinoises ou autres, qui arrivent régulièrement avec des degrés de gravité bien moindres que celle-ci, évidemment. Tout cela parce qu'on connaît très bien. Donc, au fond, ce qu'il y a de neuf avec cette épidémie ou cette pandémie qui nous arrive, c'est le fait que par rapport aux grandes pandémies du passé, auxquelles nous pouvons nous référer comme historiens, eh bien, il y a là la possibilité technique acquise, rodée en quelque sorte, d'une prévisibilité des plans hospitaliers, des plans sentinelles, d'un système sanitaire qui, a priori, devrait être préparé. Je le dis un peu en contrepoint parce qu'on a surtout insisté, je crois, dans les médias sur l'impréparation, l'incapacité de faire face. Mais face à cette incapacité, il faut rappeler le fait que nous sommes aujourd'hui, pour la première fois, en 2020, a priori armés pour faire face à cela. Alors, est-ce que nous l'avons bien fait? C'est une autre question. Ce n'est pas la tâche de l'historien, c'est en tout cas de noter qu'il y a quelque chose de nouveau avec ça. En bref, on peut dire qu'il y a du connu, et ça c'est le bilan actuel des historiens sollicités par les médias et par le social et par le politique aussi, si on fait déjà un bilan très provisoire de ce qui arrive et qui n'est de loin pas terminé, malheureusement, eh bien, c'est un certain nombre de dimensions communes, mais de dimensions incommensurables également en termes de distance, au fond, dimension sociale, politique et scientifique, de distance, de rythme, d'intensité et de circulation humaine et informatique. Ce qu'il y a de neuf, c'est l'accroissement incommensurable de la capacité d'aller vite, d'aller à un rythme très élevé, avec une énorme intensité d'échange, tant d'informations que d'humains que d'animaux. Voilà ce qu'il en est. On peut remonter plus loin, et certains historiens l'ont fait, donc je fais une sorte d'histoire à rebours, et je vais terminer par le commencement. Ce dont on peut dire, et ce serait ma thèse qui terminera cet exposé, c'est que la matrice de tout ça, c'est un récit.
Et ce récit, il est ici, et c'est évidemment un clin d'œil d'une part et aussi un salut à mes collègues philologues dont je sais qu'ils interviendront ces prochains jours, entre autres, les philologues de l'Antiquité. On a évoqué le grec ancien dans une des présentations d'inauguration de ce colloque. Eh bien, ici, le premier nosos, puisque tel est le terme, c'est évidemment le récit de la peste d'Athènes, que tout le monde aura reconnu, même si on ne connaît pas le grec, puisque c'est devenu là aussi quelque chose qui a été largement commenté ces derniers mois. La peste d'Athènes, survenue en 430 avant Jésus-Christ, et le récit fait par Thucydide, l'historien Thucydide, une vingtaine d'années plus tard, qui d'ailleurs évoque le fait que lui-même a été atteint par cette peste. Il a survécu, mais bien d'autres n'ont pas survécu. Alors on sait peu de choses sur le plan biologique de cette peste d'Athènes en 430 avant Jésus-Christ. Vous voyez qu'à la fin de la traduction française, ce que se propose de faire Thucydide, c'est de raconter cette épidémie pour que l'on s'en souvienne. Et il dit, ce témoignage tout à fait intéressant parce qu'il le concerne lui-même, en homme qui a été lui-même atteint et qui a vu souffrir d'autres personnes. Donc, ce que ce récit inaugure, et là je pense qu'on peut parler vraiment quelque chose d'inaugural, c'est l'histoire d'un récit, d'une épidémie, un nosos, qui est en réalité une crise sanitaire qui détruit les corps, comme il le décrira longuement. Ça, c'est une partie du récit seulement. Le reste, vous pouvez le lire, on le trouve facilement sur la toile ou dans les bons ouvrages. Eh bien, il détruit les corps, mais il détruit aussi les sociétés. Au fond, le récit que nous vivons aujourd'hui de cette épidémie, de cette pandémie de Covid-19, a ceci de matriciel qui remonte à Thucydide, dans le récit dans lequel, pour la première fois, il est indiqué que une crise, ce qu'il y a de particulier avec les épidémies, et qui sont des crises sanitaires majeures, c'est que non seulement elles détruisent les corps, comme toute autre maladie, mais elles détruisent aussi la morale, la politique, la société. Le récit d'une désintégration autant biologique que sociale. Et cette représentation, on le sait, nous sommes imprégnés de cette représentation. Elle a été largement réactivée, notamment dans la littérature. On passe par Lucrèce, qui termine son De Rerum Natura, de la nature des choses, par un récit, d'ailleurs interrompu, puisque nous n'avons pas la suite de ce récit. Le récit, il reprend le récit de la peste d'Athènes. Boccace, dans le Décaméron, n'en fait pas de même. Manzoni au XVIIe siècle. Thomas Mann avec La mort à Venise. Camus avec la peste. Voilà quelques images majeures de la culture occidentale, mais qui au fond, qui reprennent, qui réactivent cette matrice première d'un récit d'épidémie. Ce qui nous arrive aujourd'hui, Thucydide, d'une certaine façon, le pressentait en décrivant une crise qui atteint non seulement les corps, non seulement les âmes, mais aussi les sociétés. En conclusion, et j'emprunte un peu en partie la réflexion d'un historien français, Patrick Boucheron, qui s'est exprimé aussi à ce sujet, comme spécialiste du Moyen-Âge, il a particulièrement étudié la peste du Moyen-Âge, qui, dans le genre épidémie et pandémie, était elle-même une chose absolument catastrophique. Eh bien, que peut faire l'historien? Alors, plutôt que de donner des leçons, c'est souvent d'ailleurs ce pourquoi on nous sollicite dans les médias. Tout à l'heure, je dois donner un entretien à la télévision suisse romande, précisément pour quelles leçons peut-on tirer du passé. Et ma réponse, je peux déjà la dire, on ne peut pas donner de leçons du passé. Le passé ne nous donne pas de leçons. Tout au plus, avec prudence, nous pouvons essayer de tenter, avec l'aide des connaissances biologiques et de nos collègues scientifiques, biologistes, médecins, sociologues et anthropologues, dans une perspective très transdisciplinaire, effectivement, avec prudence, proposer une archéologie de notre modernité, de ce que nous vivons aujourd'hui dans cette modernité, dans cette contemporanéité. Nous pouvons tout au plus mesurer le caractère inédit de notre situation, le mesurer, voir ce qui est inédit, voir ce qui est matriciel, voir ce qui est déjà ancien, établir la généalogie de certains de nos comportements et de notre contemporanéité la plus immédiate. Comme la contemporanéité la plus immédiate a une généalogie, c'est notre devoir, c'est notre honneur aussi, je pense, de pouvoir essayer de la construire. Au fond, on peut s'interroger comme historien sur la condition historique elle-même, sur notre capacité à nous laisser traverser par l'histoire. L'histoire nous traverse aujourd'hui à
travers ce virus entièrement nouveau qui n'a encore pas d'histoire. Il en a déjà une de quelques semaines, de quelques mois. Eh bien, comment survivrons-nous à cette crise? Les historiens ne donneront pas la réponse, mais du moins tenteront-elles d'en établir la généalogie. Je vous remercie de votre attention.